ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Encore 50 minutes à passer ensemble sur Espace TV. Vous nous suivez également à la radio du côté de Farana sur Bambou FM qui relaye cette émission. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Fraternité FM du côté de Mamou. Je le disais tantôt à la une, le président guinéen a entamé hier la composition de son gouvernement. 16 des 36 portefeuilles ministériels sont déjà pourvus. Deux nouvelles figures, Ibrahima Khalil Kaba, bien connu puisqu'ils étaient évidemment directeurs de cabinet de la présidence de la République, et Kadiatou Émile Diaby, fonctionnaire à la Banque africaine de développement, font leur entrée. Ils prennent respectivement les départements des affaires étrangères et des travaux publics. Les nominations devraient donc se poursuivre aujourd'hui. En attendant, Moustapha Naïté, jusque-là ministre des TP, et Mariam Kamara de l'agriculture ont été remplacés. L'ancien chef de la diplomatie guinéenne, Mamadi Touré, lui est nommé conseiller à Sékou Touré. Les espoirs, les attentes, nous ferons évidemment entendre le commentaire de Bahouri ce matin. Il est le président de l'Union démocratique pour la renaissance de la Guinée. Bahouri sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, je m'en vais essayer de lire quelques messages que vous avez bien voulu nous laisser là sur Twitter, entre autres. Nous partons avec ce premier tweet qui nous parvient à l'instant T. C'est de Kourouma Bakari. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. À vrai dire, avec ces décrets depuis hier par le PRG, j'ai comme l'impression que ce pays manque de cadre, slogan, gouvernons autrement. Je commence à comprendre son véritable sens. C'est les mêmes personnes et la même gouvernance qui continue. Hashtag espace GG. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Ousmane le Noble. Il se fait appeler comme ça sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Le PRAC a misé sur un cheval qui boite. Les mêmes têtes qui l'a reconduit ne pourront rien sauf gangréner donc la corruption. Gouverner autrement, c'est bien. Un pain à 4000 francs, donc à 200 francs. On reste avec cet autre aussi, Mamadou Ouribari qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, amicalement à vous. À mon avis, le problème des prix de denrées alimentaires en Guinée reste incontrôlable, car c'est au niveau du port où tout se décide et non dans le bureau du ministre du Commerce. Il faudrait donc qu'on maîtrise le système au port. DK, hashtag espace GG. Faudé Abassula, des fidèles évidemment, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, le blé est largement commencé voilà, dans ce pays. Nos dirigeants doivent y penser pour trouver donc des solutions afin de réduire l'importance de ce céréales, sinon la galère continuera à continuer. Accompagner les industriels est l'une des solutions. Hashtag espace GG. Damarov, Tov, Yves, Kamara, il s'appelle comme ça sur Twitter. Il y a des noms bizarres là, c'est pas possible. Bonjour les grandes gueules. Lamine, dites à Big Up qu'il n'est pas au service du président, mais plutôt du peuple, mais par le biais du président de la République. Là, c'est compréhensible. Noumou qui nous écrit. Bonjour les GG, j'ai payé le pain à 4000 et beaucoup de prix ont augmenté sur le marché, même les œufs. Je ne sais pas où on veut aller. Le PRAC doit intervenir pour trouver donc une solution. Il est temps, pendant ce temps quand même, il y a un PM, mon cher ami Noumou. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, Boubacar Saléabé Diallo, qui nous écrit sur Twitter, entre autres. Bonjour les grandes gueules, aucune usine de production de la farine n'est mise à disposition. Comment un ministre peut se lever dans son plein sommeil, fixer les prix, les produits? Il pose la question, mais bon, je n'ai aucune réponse. Je crois que le PRAC a bien vu et vite compris qu'il ne fallait pas. Hashtag espace GG. On reste avec cet autre Païkoum Mene sur Twitter. Je crois que le pays est mal barré et ce bas peuple qui continuera donc à souffrir. Gouverner autrement avec les mêmes têtes.
Eh bien, ça a changé quoi, hein? Je pose la question, que Dieu nous sauve, Amin. Aloussène Fadiga aussi qui nous écrit du côté de l'Angleterre. Jacques Léoua, c'est toujours la population qui paye la facture de la politique de son gouvernement, soit à crédit dans certains grands pays ou tout de suite dans des pays en voie de développement comme la Guinée, #espace GG. Le patriote découragé, lui il se fait appeler comme ça sur Twitter, qui nous écrit également si l'on décidait de remplacer le blé qui est importé par du riz qui peut être produit en Guinée et pour lequel la qualité du pain sera meilleure selon moi, bon, et il pose la question, et si l'on décidait de penser autrement en créant la chaîne de transformation en Guinée, eh bien, il pose des questions qu'on n'a pas de réponse évidemment. Allez, on va rester toujours dans le sillage avec ces auditeurs, ils sont très 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 nombreux évidemment à nous écrire le matin, tous les matins d'ailleurs, avec Abdoulaye Chanté, les cassoristes qui s'engagent ce matin. Bonjour les GG, le ministre en Haïti est plus méritant que certains. Les gigantesques projets routiers qu'il a initiés sous l'impulsion donc du chef de l'État, du gouvernement et le PRG sont visibles et concrets. Abdoulaye Chanté qui nous envoie ce message. Alpha Moussa Makadiabi aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, mes sincères félicitations à Dr Ibrahima Khalil Kaba pour sa brillante nomination au poste du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. C'est un homme juste d'une grande valeur qui va ouvrir la Guinée au monde et le monde à la Guinée. Mes pensées au ministre Moustapha Naïté. On reste toujours dans le sillage avec un dernier, en tout cas de ce côté, lui c'est Sinani, du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit également: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Nous saluons la décision d'annulation du projet, le nouveau prix du pain et de farine par le chef de l'État. Continuons. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Contrairement à ce que le ministre du Commerce avait décidé, car c'était pas le bon moment. Et toutes mes félicitations donc au nouveau patron de la diplomatie guinéenne, Ibrahima Khalil Kaba. Vous êtes sur Radio Espace. On va continuer évidemment avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux à nous écrire tous les matins. Avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Ma question est simple. Demandez l'ancien directeur général, Lana, comment il l'a fait pour signer entre l'État et la société Al-Barak. Je comprends pas du tout. Voilà. On y va avec cet autre aussi. Tenou, Pema, Mandiana. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je vous adore. Je vous regarde du côté de Mandiana. Merci beaucoup. On reste avec cet autre, toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. C'est juste une déception. C'est ça aussi, gouverner autrement pour mon pays. Sana Gouli qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. C'est Ada depuis Kaloum. On comprend le slogan du président: gouverner autrement, avec Kassori à la tête du gouvernement. Quelle déception. On reste avec cet autre aussi, Mbobo Doumbouya, depuis Amdalaï. Depuis 10 ans, vous vous battez pour que ce pays se développe en dénonçant, en disant la vérité. Si on vous dit merci et longue vie aux grandes gueules, vous êtes les meilleurs. Que Dieu vous protège et réalise nos rêves et réalise vos rêves. Je vous aime. Merci beaucoup. Malheureusement, voilà, c'est Mbobo Doumbouya qui nous envoie ce message. Un dernier, parce qu'il est 10, on va s'arrêter là-dessus. Bonjour les grandes gueules. Tierno Ousmane Telikoso. Voilà. C'est la pagaille que nous voyons en Guinée. Merci beaucoup Télico qui nous envoie ce message. On va continuer le débat. On nous apprend ce matin avec les coupeurs de route qui ont encore frappé mon cher Jacques Léoalino. On va essayer de partir sur le terrain dans un instant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé de ce côté. Jacques, avec évidemment ce monsieur que nous allons appeler dans un instant. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Bon, on parle des coupeurs de route qui sont donc intervenus à l'Insan, oui, dans la sous-préfecture de Concouré, et puis on a un des bandits a tué, n'est-ce pas, a été tué sur place, selon les informations qu'on nous donne pour l'instant. Ouais, nous partons à l'Insan cette fois-ci. C'est à l'Insan bien entendu, et c'est avec le syndicat des transporteurs qui depuis un moment continue quand même à relayer des informations. La dernière fois nous en parlions ici par rapport à la sécurité routière
routières à l'intérieur du pays qui n'arrivent pas pour le moment à dissuader ces coupeurs de route qui sont nombreux entre Kindia, Mamou, mais également entre Mamou et Farana, et des Mamou à Labé aussi. Il y a souvent des conducteurs qui se font attaquer là. Et actuellement, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, notamment le fait que certains axes routiers soient en chantier. Les véhicules ne peuvent pas donc se déplacer avec une certaine allure pour pouvoir se frayer du chemin. Mais également, il y a, comme nous l'avons dit aussi, la question de la sécurité qui n'est pas assez présente sur certains axes. Ce qui reste donc une préoccupation fondamentale. Il va falloir peut-être pour les mois à venir, travailler davantage pour bien entendu faire en sorte que les choses puissent s'améliorer à l'intérieur du pays. Voilà, on va essayer de partir sur le terrain évidemment pour comprendre du côté de l'INSAN et où nous allons joindre évidemment M. Ba qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace et on apprend voilà, à l'instant T. On va essayer de vérifier ça, mon cher Moussa. Voilà, c'est bien cela. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. La question des coupeurs de route est une question transversale. Je pense que ce n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Pour mettre fin à ce fléau, pour le combattre, il faut une union sacrée, je dirais, entre l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans notre pays. C'est-à-dire qu'il faut un travail de préparatoire en amont qui permettra à ces agents sur le terrain d'avoir les informations nécessaires à la prévention des actes de ces coupeurs de route, mais aussi à la répression lorsque l'attaque survient et que la prévention n'a pas marché du tout. Et cela suppose que les services de la gendarmerie, de la police et l'armée même soient mis à contribution, que tous ces services soient mis en contribution pour que des moyens également soient dégagés afin de faire dans le renseignement et que ces renseignements pour lesquels travailleront les chefs de district, pour lesquels travailleront les différents préfets, les gouverneurs, pour lesquels travailleront également les syndicats des transporteurs routiers, et bien que tout ce beau monde-là puisse travailler dans le renseignement, et c'est ce qui permettra donc à ces forces de sécurité et de défense d'intervenir bien entendu dans leur rôle régalien. Si cela n'est pas fait, et que chacun y va de son périmètre, on ne pourra pas mettre fin à ce fléau. Il faut donc cette union sacrée, et celui qui peut donner le ton, c'est le ministre. Je pense, à mon avis, ce sont deux ministres, le ministre de la Sécurité, Damanta Albert, puisqu'il a été confirmé à son poste, mais aussi Dr Diané, qui a été également confirmé à son poste. Lorsque le pays est en danger, parce que les dangers ne sont pas de nos jours externes, les dangers sont internes. On a vu le cas récemment, ils ont fait appel à l'armée pour des cas de manifestation où ils ont pensé qu'il y avait des incursions de certains terroristes, parce que le terme a été employé. Eh bien, lorsque les coupeurs de route prennent de l'ascension, lorsque le fléau a de l'essor, eh bien, je pense que le pays est également en danger. Donc, ils doivent se donner la main comme ils l'ont fait, avec une union sacrée et mettre en place une stratégie qui permettra de lutter contre ce fléau-là. L'axe routier, connu pour être très prisé par les coupeurs de route, on connaît bien, c'est la route numéro 1 du côté de Mamou. Et lorsque vous vous rendez également du côté de la route Guinée pour rallier Bamako, c'est également la même chose. Donc je pense que les zones sont connues. Et ces gens-là qui s'adonnent à cette activité périlleuse pour la nation, ces gens-là habitent quelque part, ils sont dans les quartiers, ils sont dans des domiciles, ils sont dans des communes et autres. Donc, quand on met une bonne stratégie en place avec le concours de ces services de renseignement, le concours des préfets, des gouverneurs et des transporteurs, des routiers, on peut arriver à bout de ce trafic. Sinon, nous allons continuer. Cette fois-ci, c'est un coupeur de route qui est tombé. Mais combien de chauffeurs ont été touchés, combien de commerçants ont été touchés et combien de marchands ont vu toute leur activité tomber à l'eau sur le fait de ce coupeur de route. Donc, je pense qu'il est important que le ministère de la Défense et celui de la Sécurité se donnent la main et appellent les différents services à une union sacrée pour lutter contre ce fléau. Moussa, Moïse, Sila, nous partons du côté de l'intérieur du pays. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur Ba, bienvenue sur Radio Espace.
Bonjour, M. Girassi. Bienvenue sur Radio Espace. Allez-y, Daouda Mohamed. On nous apprend ce matin, le coupeur de route donc, a encore sévi à Lissan la nuit dernière. Un des bandits aurait été tué sur place. Vous confirmez l'information? Évidemment, ça s'est bien passé. Mais alors, comment Plutôt à Baras, dans la sous-préfecture de Kounkouré. Oui. Qui est frontalier à Lissan. Voilà, comment tout cela est arrivé et c'était à quelle heure exactement? Bon, l'attaque s'est produite dans les environs de 0h. C'est une Renault 21 berline de 6 places qui venait de Corée, qui a été attaquée à 0h tout juste à la sortie de Baras, dans la sous-préfecture de Kounkouré. Les coupeurs de route les ont sommés de s'arrêter. Et dans ce tiraillement-là, ils sont partis se garer involontairement après que la voiture ait reçu une balle dans les roues. Et le chauffeur ne pouvait pas continuer. Et en se rangeant maintenant, il a pris le ravin, il a heurté le motard qui est parti tomber et puis le chauffeur est sorti, il a fui. Et entre-temps, les bandits ils sont venus en nombre et sur des motos munis de PMAK et ils ont voulu prendre la voiture pour l'enfoncer dans la brousse pour pouvoir, fouiller. Mais ils n'ont pas pu, le véhicule était endommagé, donc le véhicule n'a pas pu démarrer et ils sont partis à la poursuite du chauffeur. Comme voyant que le motard qui était devant est tombé et qu'il est gravement blessé. Et il voulait maintenant retrouver le chauffeur pour se venger. Mais Dieu a fait qu'ils n'ont pas pu le retrouver et ils sont revenus maintenant vers les passagers. Et ils ont attaqué tous les passagers, on les a dépouillé beaucoup d'argent. Je ne connais pas exactement le nombre puisque lorsque je suis allé, j'ai trouvé que les passagers ont été transportés à l'hôpital de Tamagali. Donc, il y a eu plus de peur que de mal. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort parmi eux. Et selon nos constats avec la gendarmerie, nous avons constaté que le bandit qui est mort là a reçu une balle. Bon, selon l'analyse des gendarmes, ils estiment que c'est suite à l'accident grave subi par le motard et qui ne pouvait plus être ni transporté parce que la moto elle-même ne pouvait pas s'allumer. Oui. Donc, ils ont préféré l'abattre, le finir là-bas pour maintenant s'enfuir. Bien. C'est ce qui s'est passé. Voilà, merci beaucoup en tout cas, M. Ban, d'avoir accepté notre invitation ce matin du côté de Lissan. Les grandes gueules continuent sur Espace. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tous les matins également, évidemment, sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez du côté de Kindia. Vous nous écoutez également en bande FM, là, sur 99.7. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Le temps pour notre invité de s'installer dans ce studio. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt, le président guinéen a entamé hier la composition de son gouvernement. 16 des 36 portefeuilles ministériels sont déjà pourvus. Deux nouvelles figures. Ibrahim Khalil Kaba, bien connu puisqu'il était directeur de cabinet de la présidence de la République, et Kadiatou Emile Diaby, fonctionnaires de la Banque africaine de développement, font leur entrée. Ils prennent respectivement les départements des affaires étrangères et des travaux publics. Les nominations donc devraient se poursuivre, il le dit ce matin Jacques Lewaleno. En attendant, Moustapha Naïté, jusque-là ministre des TP, et Mariam Kamara de l'agriculture ont été remplacés. L'ancien chef de la diplomatie, conseiller donc à Sékou Touréa. Les espoirs, les attentes, nous ferons le point. Il s'est déjà installé dans ce studio, vous le voyez à l'écran. C'est bien sûr le président de l'Union démocratique pour la renaissance de la Guinée,
M. Bahouri, il est avec nous dans ce studio. Dans un instant, nous allons entamer le débat, évidemment, dans ce studio. Et pour information, on va essayer de confirmer tout ça d'ici la fin de l'émission. On apprend qu'un ministre confirmé déjà a déposé sa démission et on va essayer de voir tout ça d'ici la fin de l'émission, si elle est confirmée. Dites son nom, puisque ça va être vérifié. Il s'agit de Moukta Diallo. Voilà. Moukta Diallo, donc, qui ne décroche pas, qui aurait donc déposé sa lettre de démission aussitôt confirmée, parce que la confirmation n'est venue qu'hier. Ouais. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi il ne décroche pas? Pourquoi il ne répond pas aux appels? Et qu'est-ce qui pourrait motiver tout cela si c'est confirmé? Nous espérons que dans les heures à venir, il va sortir du bois. C'est bien cela, voilà. Monsieur Bahouri est avec nous dans ce studio, mon cher Antoine. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Espace. Et bonne heureuse année à tous vos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent et qui sont éparpillés à travers le monde. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Antoine. Monsieur Bahouri, beaucoup vous donnaient d'ailleurs membre du gouvernement. Il y avait des rumeurs qui circulaient. Apparemment, vous n'y êtes pas encore. Parce qu'il y a 20 ministres qui restent. Il y a encore 20 postes à pourvoir. Dites-nous que Bahouri ne sera pas ministre. Oui, il le sera. Vous savez, je remercie tous ceux et toutes celles qui estiment que j'ai des choses à faire et j'ai probablement des capacités à être utile à mon pays autrement que ce que je fais actuellement. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui estiment que ce serait bien, dans le cadre d'une action collective de remobilisation de l'ensemble des forces vives de ce pays, que des personnalités comme entre autres Bahouri puissent servir son pays. On vous a consulté ou pas, M. Ba? Personne ne m'a appelé et je n'ai pas été demandeur. Ouais, il n'a pas été demandeur. Hier, on a assisté à cette nomination partielle des membres du gouvernement et 14 ministres ont été confirmés à leur poste. Dites-nous comment est-ce que le président de l'UDRG a apprécié ce décret du président hier. Premièrement, je pense que le gouvernement est pléthorique. 36 postes pour un pays dont les ressources sont faibles. Cela prouve qu'il y a une nécessité de repenser l'organisation de l'administration publique. Depuis des années, on dit qu'il faut diminuer les effectifs, diminuer les postes. Mais pour que cela puisse se faire, il faut moderniser l'administration en investissant fortement dans, disons, l'informatique, les nouvelles technologies, changer de paradigme dans cette façon de faire pour rendre le pays beaucoup plus digitalisé qu'il ne l'est actuellement. Ouais. Et ça permet de suivre l'ensemble des opérations publiques. Et en plus, si on veut vraiment lutter contre la corruption, c'est par ce biais-là qu'il faut passer et avoir aussi la possibilité d'être plus efficace pour rendre service à la population. Alors, est-ce que, à votre avis, c'est le nombre de ministres qui pose problème ou ceux qui occupent des postes ministériels, leur intégrité, leur savoir-faire, leur disponibilité pour le respect des engagements? Bon, il y a beaucoup de problèmes à travers la composition d'un gouvernement. D'abord, il faut voir la structure. La structure telle qu'elle est-ce qu'elle répond aux attentes des besoins de la population guinéenne et des besoins de la nécessité de changer fondamentalement les rigidités structurelles de notre économie, de notre politique et de notre mode de pensée? Je ne le pense pas, ça n'a pas été fait. Deuxièmement, lorsque vous regardez la manière dont cela a été fait, je me dis qu'il y a un problème. On ne peut pas, lorsque vous pensez à lancer un autre mandat, vous ne pouvez pas faire un gouvernement à mi-temps. Cela veut dire donner quelques noms, ensuite réfléchir et donner d'autres noms. Cela veut dire qu'il y a une impréparation. Ou bien, si ce n'est pas une impréparation, cela veut dire qu'il y a une mésentente à l'intérieur pour la composition de ce gouvernement. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas encore une visibilité claire sur les grands caps qu'il faut donner pour l'action gouvernementale. Donc, dès le début, ça prouve des fragilités, des incompréhensions, des tâtonnements qui font qu'avant même que le gouvernement ne soit totalement mis en place, il y a d'ores et déjà, disons, un échec. Alors, on va parler du Premier ministre. Avant qu'il ne soit confirmé à ce poste ou bien nommé pour cette première mandature, il y a quand même eu beaucoup de temps perdu, des tractations, des noms qui ont circulé. Comment analysez-vous tout ce temps perdu et surtout,
Quelle raison vous donnez à la reconduction de Kassory Fofana en tant que Premier ministre? Bon, moi je pense que, vous savez, on a affaire à un président qui est très joueur dans sa manière de faire. Oui. Et qui éprouve psychologiquement son entourage et qui veut les pousser à l'extrême, à sortir du bois pour voir dans son entourage quelles sont les ambitions cachées, quelles sont les attentes, et pour par la suite agir. Donc tout ce temps-là, pour quelqu'un qui veut se dire 1 minute, c'est 1 minute, on perd du temps. Il y a des urgences pour l'économie nationale, pour faire face au Covid, pour faire face aux multiples crises qui nous guettent. Ce dernier ne prendra pas du temps. Mais l'option majeure, c'est conforter la gouvernance de M. Alpha Condé, qui est, disons, l'élément essentiel. Et donc, nos objectifs, les préoccupations, les priorités ne sont pas les mêmes. Donc, vous dites perdre de temps. L'autre dira, non, je gagne parce que ça me permet de voir avec qui j'ai en face de moi. Et les dissensions, les rivalités, les groupes d'intérêt qui se sont coalisés pour former l'équipe autour du président, tout cela, ça nécessite, disons, des négociations, comment on appelle ça, des arrangements pour avoir une structure. Et la manière dont c'est fait déjà, un premier temps 14 personnes, ensuite les autres, ça prouve que jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas au complet. Et disons, les discussions, les arrangements, les négociations dans les coulisses continuent. Mais pourquoi ce tâtonnement, justement, mon cher Moussa Moïse? Parce que c'est important. Pourquoi ce tâtonnement? On n'a pas confiance, peut-être, ceux qui sont restés là, parce que j'apprends qu'il y a une purge, si je peux me dire ainsi, à dire ceux qui ont soutenu le 3e mandat, ceux qui n'ont pas tous soutenu le 3e mandat. Même la confirmation du PM, ça a été, allez, on va dire... une récompense. Pas une récompense. Difficile, on va dire. Véritable casse-tête. Bon, vous savez que lorsqu'on met en priorité des enjeux beaucoup plus personnels, peut-être politiciens, il va de soi que c'est les questions de personnes qui entrent en ligne de compte, avec qui je peux composer, qui est capable de m'accompagner jusqu'où, qui est encore en possibilité d'incarner une capacité ou un réservoir de crédibilité au niveau de l'opinion pour continuer à l'exploiter, qui peut contribuer à assurer l'équilibre de l'attelage gouvernemental dans cette phase assez risquée. Donc, ce sont ces types de calculs qui font que il y a des va-et-vient. Bon, on ne sait pas, est-ce qu'on joue la bonne carte ou pas. Mais bref, ça les regarde puisque c'est leur gestion, leur gouvernance. Vous connaissez l'homme? Je ne peux pas dire que je le connais suffisamment assez, mais le peu que j'en sais, tout tourne autour de la réalisation de ses ambitions qui lui sont propres. Bien. Allez-y, Moussa. Monsieur le Président, 2 questions. La première, il y a une nouveauté dans la nomination du nouveau patron du gouvernement, du chef de gouvernement, parce qu'il a déclaré lui-même avoir signé un contrat de 2 ans avec le président de la République. Qu'est-ce que cela implique à votre avis de façon stratégique? Qu'est-ce qu'il faut entrevoir par cela? Et deuxième question, c'est un peu l'analyse institutionnelle, structurelle entre la primature et l'exécutif, entre le président de la République et le Premier ministre. Est-ce que, parce que Dr Kassory a un peu égrené ses ambitions, notamment la lutte contre la corruption et puis également le redressement de l'économie nationale. Mais quel est le poids qu'il peut avoir, la marge de manœuvre dont il peut bénéficier face à un exécutif que je juge assez fort, assez pesant? Bon, je crois que peut-être la dernière question elle est fondamentale parce que l'arrivée de M. Kassory Fofana comme chef de gouvernement, ce n'était pas sur les aspects politiques qu'on l'attendait. On l'attendait beaucoup plus dans sa capacité de manager l'équipe gouvernementale pour la réalisation des grands objectifs d'investissement public dû au fait qu'il était très impliqué dans les négociations du contrat avec la Chine, avec les 20 milliards de dollars.
Donc le profil d'homme d'économie, on va le dire comme ça. Ouais. C'était beaucoup plus ça. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu les coups des franches pour, disons, s'occuper du secteur économique. Et là, je dois dire que c'est le même, disons, le même attelage qui est reconduit avec ses pesanteurs, avec, disons, ces dispersions de périmètres, de responsabilités et de compétences qui font que là aussi, il y aura des lenteurs, ce sera très difficile. Je pense qu'en se fixant un objectif de 2 ans, il prend déjà date pour l'avenir. Il prend date pour l'avenir. Il prend date pour l'avenir, mais de l'autre côté... Il faut creuser ça. Ça veut dire qu'il dit qu'après ces 2 ans, il ira planter ses choux ailleurs. Est-ce que la vice-présidence en vue, à votre avis, est-ce que c'est opportun aujourd'hui pour la Guinée? Bon, disons, le fait de dire, à mon avis, il est mieux placé pour le dire, qu'au fond de lui-même, il n'est pas tellement satisfait du contexte. Et il a une certaine loyauté vis-à-vis du président. Et je pense qu'il fait dire par ce biais-là, je suis prêt encore à continuer, mais bon, dans un temps limité. Ouais. Donc c'est une manière assez, je dois dire, un peu pessimiste, mais la loyauté l'emporte sur toute autre considération. Bien, Monsieur Bahouri, président de U2RG, il est notre invité ce matin chez les GG. Allez-y Moussa. Comment faire le lien entre le slogan « Gouverner autrement » et la structure du gouvernement que vous avez vu et le premier jet qui a été fait hier. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a une conformité? Bon, je pense qu'il y a beaucoup plus une continuité. Et peut-être dans cette façon de faire, l'intéressé est mieux à même de définir ce qu'il entend par gouverner autrement. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose symboliquement qui a été noté hier. Quel que soit ce qu'on peut penser de la probité, de la crédibilité d'un ministre, lorsqu'il y a des accusations graves qui ne sont pas encore étayées de manière explicite, mais il y a des mesures de prudence qu'il faut prendre pour dire qu'on respecte l'opinion publique, on respecte le peuple, on respecte les deniers, on veut assurer une certaine crédibilité. De l'enseignement technique. Bien entendu. Et donc ça, c'est un signal. C'est un mauvais signal, comme le dit Guinée ce matin. Qui a été envoyé. Aussi bien pour la lutte contre la corruption qu'un mauvais signal qui a été envoyé pour les bailleurs internationaux et un mauvais signal qui a été envoyé également à l'opinion publique nationale qui espérait croire que gouverner autrement, on allait redresser la barre, changer la façon de faire, mais là, cela veut dire qu'on confirme qu'on continue dans la même lancée. Est-ce qu'il est le maître à bord? Est-ce que c'est lui qui commande aujourd'hui, Alpha Condé? Déjà, le fait de faire un gouvernement à 2 temps prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Est-ce que ce n'est pas stratégique, le maintien de Zainab Nabaya à son poste? Parce que selon ce que nous apprenons, Alpha Condé n'aime pas céder aux pressions populaires. Il y a eu des cas à l'intérieur du pays où, par exemple, à l'Abbé, il y a eu une pression pour la démission du gouverneur. Il n'a pas cédé. Il y en a eu à Guékédou et dans d'autres villes. Les grandes gueules. C'est par après qu'il prend sa décision. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est stratégique, le fait de la maintenir à son poste? Ne pas céder à la clameur publique, ne pas donner l'impression aux bailleurs de fonds qu'il accompagne ou bien il atteste un peu la thèse des journalistes enquêteurs dans ce dossier. Peut-être que c'est politiquement bien calculé de sa part. L'art de gouverner, c'est d'écouter son peuple et de regarder le sens du vent et d'anticiper. Ce n'est pas se figer dans ses certitudes et dans son orgueil en disant « personne ne peut me dire ce que je dois faire ». Ça, en poussant cette logique, on devient presque suicidaire. Et malheureusement, c'est une attitude qui est très répandue dans notre pays. Chacun a un niveau de poste où il est. C'est le chef Fayon, je suis le chef, personne n'a le droit de me dire ce que j'ai à faire, même si vous donne un conseil amical, on dit non, ça c'est pas de ton ressort, c'est moi qui décide, tout vient de moi et tout doit revenir à moi. C'est cela qui est l'une des causes majeures du déficit de la gouvernance de manière globale en Guinée.
C'est valable au niveau de la présidence, c'est valable au niveau des ministères, c'est valable au niveau des structures politiques, c'est valable au niveau des structures de la société civile. Il y a une incapacité de se dire que dans ce monde moderne, dans ce monde qui avance, une seule personne ne peut pas être capable, compétente en tout. C'est des équipes qui travaillent et le responsable au top management n'est là que pour donner une impulsion, donner l'énergie nécessaire et surveiller, encadrer pour que ça puisse atteindre les objectifs assignés. Mais non, si je dis c'est moi, il va de soi qu'on ramène tout à des querelles de personnes. Ouais. Et regardez l'espace politique dans ce pays. On ramène tout à des querelles de personnes. Effectivement. On ne va pas au fond des choses. Oui. Par exemple, tout à l'heure, j'ai écouté la question concernant le prix du pain. Ouais. Mais la réforme en profondeur de la gouvernance économique de ce pays n'est pas envisagée. Et donc, demain, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas s'étonner que dans les prochains mois, que le prix du pain soit à un niveau largement supérieur au prix auquel on dit qu'on le bloque. Je me souviens dans les années 2001-2002, je ne me souviens plus exactement de la date, le sac de riz c'était 24 000, 34 000. Et lorsque le sac est monté à 40 000, il y a eu une volonté gouvernementale de bloquer le prix à 40 000. Mais aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on s'est posé la question comment en moins de 15 ans, le prix du sac de riz a été multiplié par 10, presque. Ouais. Mais ça... il faut interroger la politique monétaire, il faut interroger la politique budgétaire, il faut interroger l'environnement social politique pour se dire cette Guinée a besoin de réformes et de changements en profondeur. Parce qu'en 2002 déjà, on se rappelle, le sac de riz était vendu à 18 500 francs guinéens en 2002. Bon, maintenant, vous savez, lorsque vous gérez mal votre monnaie et vous en faites des dogmes, chaque jour, vous êtes en train de voler aux travailleurs l'épargne qu'ils se sont constitués. Et donc, de plus en plus, la non-remise en cause de la gestion monétaire de ce pays est en train de flouer tout ce que les gens sont en train de construire. Chaque jour, ils reculent au lieu d'avancer. Et là, c'est la gouvernance globale qui est remise en cause. Alors, à vous écouter, vous faites carrément des propositions. Vous n'êtes pas le seul. Et à travers le dialogue dont beaucoup appelaient, l'espoir était que lorsque des Guinéens se retrouveront, qu'il puisse y avoir une solution pour que quand même les prochaines années soient des années où on pourrait offrir à la Guinée de meilleures bases. Avec ces propositions, finalement, est-ce que vous ne pensez pas que le problème, c'est le président lui-même? Et justement, en un mot, comment on peut définir les prochaines années qui s'offriront aux Guinéens avec un président de la République qui ne veut apparemment écouter personne? C'est difficile parce qu'il est la clé de voûte du système politique en vigueur. S'il nous avait écouté depuis l'année dernière, septembre 2019, lorsqu'il avait institué au Premier ministre de recevoir les acteurs des forces vives pour parler de la nécessité d'envisager le cours du processus politique dans de meilleures dispositions. Il y a de manière nette et claire, en ce qui nous concerne, nous leur avons dit le chemin que vous voulez emprunter est mauvais. Si vous l'empruntez, voilà les problèmes que vous risquez de mettre et de créer pour vous-même et pour la Guinée. Bien. Aujourd'hui, on en est là. Il n'y a pas eu une capacité d'écoute. C'était simplement une opération politicienne. Oui. Et donc, une mise en scène. En allant dans cette direction, en croyant qu'on peut toujours jouer, rouler les gens dans la farine, on ne se rend pas compte qu'on est en train de scier l'arbre sur lequel on est. Mais est-ce que à ce niveau, puisqu'on parle de dialogue politique, est-ce que vous-même, politique de l'opposition, n'êtes pas responsable de la situation qu'on vit aujourd'hui, de la situation que vous vivez, qu'il n'y ait pas de pont entre vous, de l'opposition, et la mouvance? Mais il y a des ponts entre l'opposition et la mouvance. Ah bon?
Oui, certains marchent pour aller au palais secrétariat, vous avez vu. Alors, c'est quoi ce pont? C'est pas possible. Alors, c'est quoi ce pont? Quelle est fondamentalement la différence en termes de mode de pensée et de mode de proposition alternative qui existent entre les différents bords? Tout est ramené, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des querelles de personnes. Il y a le fauteuil qui est chez Guirassy, je veux m'asseoir dessus. Que Guirassy fasse bien ou mal, peu m'importe. L'essentiel que je fasse tout pour qu'il dégage de ce fauteuil et que je m'assieds, peut-être pour faire moins bien que lui. C'est ça qui est dans la mentalité collective. Donc, si on regarde le fond, il n'y a pas une capacité d'offre politique, une alternative susceptible de faire en sorte que les Guinéens puissent avoir confiance. Mais néanmoins, les ponts existent parce que si vous voyez les 10 années, ils ont dialogué. Les grandes gueules. Ils ont dialogué, Antoine. Ils ont fait des accords. Pour en tirer quoi? En fin de compte, les lois ont été mises de côté et des arrangements ont prospéré. Et ils veulent, dans certains modes de pensée, ils veulent que ce soit le même type de dialogue. Alors que la question n'est plus sur ce terrain-là. La question, c'est l'avenir de la stabilité de la Guinée, l'avenir de millions d'individus qui se posent des questions sur leur existence aujourd'hui. Pour des raisons purement politiciennes, on ferme les frontières de la Guinée avec le Sénégal, avec la Guinée-Bissau, avec la Sierra Leone. Et aujourd'hui, le taux de pauvreté à l'intérieur du pays a augmenté. Les gens ont perdu leurs emplois, les transporteurs, les agriculteurs, beaucoup de personnes se retrouvent totalement à terre du fait de ce blocage des frontières. Au lieu de corriger les effets du Covid qui a impacté l'économie de ce pays, on en a rajouté pour des considérations politiciennes. Les raisons de sécurité nationale, il y a des moyens de le faire. La question de la véritable sécurité, c'est ces coupures de route à l'intérieur du pays. Justement, on en parlait ce matin d'ailleurs dans cette émission. Allez-y. Donc cela veut dire tout à l'heure, je vous ai écouté, un pays avec des forces de défense et de sécurité bien structurées, bien organisées, a la capacité d'être suffisamment bien informé. Il y a les renseignements, il y a des méthodes qui existent pour anticiper et savoir ce qui se fait par-ci par-là et non pas faire souffrir la population, avoir des attitudes contre-productives pour l'économie de ce pays et pour les citoyens uniquement pour dire je bloque comme on fait. M. Trump dit je vais bloquer l'immigration des Sud-Américains en créant un mur. Là, on fait un blocus et on est en train de se tirer une balle au pays parce que notre économie est en train de régresser. Les pays qui sont impactés par ce blocage sont en train de chercher d'autres alternatives pour être indépendants de l'approvisionnement tant sur le plan agricole et sur d'autres de la Guinée. Donc nous perdons sur tous les plans et l'avenir est en train d'être bloqué. Voilà, parce que gouverner c'est anticiper aussi. Allez-y Mafoudia. Alors M. Ba, on se retrouve finalement avec un troisième mandat, on va dire finalement totalement validé, mais c'est pas comme si les Guinéens ne s'étaient pas levés contre ce qui allait se passer, notamment le FNDC. Aujourd'hui, on se retrouve avec une FNDC qu'on n'entend pratiquement pas. Comment expliquer l'échec, si on peut le qualifier ainsi, de cette structure, et sinon quel avenir finalement pour le FNDC? Moi pour aller vite, parce que nous n'allons pas faire le bilan du FNDC ici de manière exhaustive. Moi j'avais déploré la manière dont le FNDC a été constitué. C'est comme s'il y a eu un rush. On fait un texte et tout le monde court pour signer pour dire qu'il est membre du FNDC et puis on jette des équipes un peu partout pour assurer le contrôle sans au préalable, de manière collective, avoir une démarche d'explication, de concertation pour dire nous avons fait par le passé beaucoup de schémas, de plateformes de ce genre.
nous n'avons pas abouti. Notamment les forces Pourquoi? vives. Oui. Notamment les forces vives. Oui. Pourquoi? Tirons les leçons de manière collective et donnons-nous les moyens de ne pas répéter les mêmes attitudes. Et malheureusement, les forces vives apparaissaient beaucoup plus structurées, beaucoup plus vivantes. Le FNDC s'est laissé caporaliser par des ambitions politiques qui ont mis en réalité les forces les plus dynamiques, notamment les jeunes, en dehors du processus. Personnellement, j'étais toujours gêné lorsque, après vous ne devrez une pas réunion, être là normalement, Baouri. Oui. Les politiques ne devraient pas être au sein du FNDC. On peut être, mais on peut accompagner. On peut compléter. Donc, vous avez pris le contrôle du mouvement. Justement, c'est ce que vous essayez de nous faire social, comprendre ce matin. La Oui, société oui. civile et tout cela. Et les politiques qui ont des ambitions, vous le savez. Ouais. Les grandes gueules. De la gestion du pouvoir n'est pas ce que pense forcément Lansana Kouyaté, ou Sidia Touré, ou Cellou Dalein Diallo. Alors, avec des éléments comme ça, chacun avec son agenda, au sein d'une organisation qui a un objectif bien fixé, je pense que dès le début, on a créé ce problème. Donc le FNDC, son problème était congénital. L'ego des uns et des autres. Exactement. Bien entendu, c'est pour cela personnellement. Les grandes gueules. C'est pour cela personnellement, au début, j'avais exprimé mes réticences. Et même par la suite, vous avez vu comment certains faisaient des coudes pour dire non, le Baouri ne peut pas venir au FNDC. Non, tout ça, ça manque de responsabilité et de sérieux. Ouais. C'est dommage pour notre pays parce que ce que nous vivons est tragique. Nous sommes dans un contexte extrêmement fragile qui aurait nécessité des hauteurs de vue et une capacité d'anticipation plus élevée que ce que nous avons. Mais bref, les choses se sont en train de... Deux points, Mafoudia, si tu le permets. Il y a le cas de ces prisonniers. Le troisième mandat... Mais il n'a pas répondu à la seconde question sur l'avenir du FNDC. Le FNDC, les structures vont changer d'appellation. Kondono m'apprend qu'il y a la nouvelle architecture qui est prête. La feuille de route est également dégagée et que dans les jours à venir, nous saurons c'est quoi le tout nouveau Front National de Défense de la Constitution. C'est-à-dire les grandes gueules. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas dans un bureau qu'on construit l'histoire. Ouais. La dynamique actuelle, c'est de reprendre contact avec la population. La population a perdu confiance à la classe politique de manière large. Il faut recréer un pacte de confiance avec les citoyens guinéens et repartir sur les bases les plus basiques. Mais si c'est uniquement pour des considérations de poste ou des considérations dites institutionnelles que on voit les gens se mouvoir, les gens vont dire, nous on a faim, nos enfants n'ont pas de travail, ils n'ont pas pu continuer leur scolarité, la pauvreté est en train de s'agrandir, la maladie est là, quelle assurance pour demain? Nous n'avons pas un logement décent. Mais si on ne va pas dans ce genre de direction pour montrer que la demande sociale, elle est la principale préoccupation du champ politique. Une concertation nationale. C'est pour cela, nous appelons à une concertation nationale des forces vives. Ouais. Si le gouvernement y participe, ce serait mieux. Oui. Parce que ça permettrait que ce soit inclusif. Oui. Mais d'une manière ou d'une autre, nous allons créer les conditions d'une véritable concertation nationale des forces vives pour préparer une véritable alternative pour demain, parce que sinon notre pays ira à la... Monsieur Ba, il y a eu cette sortie récemment de Sidia Touré, vous avez suivi, de l'étranger, qui appelait un dialogue avec le pouvoir. On a senti que vous suiviez le mouvement, parce que vous avez aussi parlé de dialogue. Dites-nous quel est le cadre que vous réclamez pour un dialogue possible entre opposition et mouvance présidentielle. Non, il ne faut pas ramener les questions entre opposition et mouvance. Vous savez, cette catégorisation, elle est obsolète au regard de nos préoccupations aujourd'hui. Comment doit se faire le dialogue alors? Le dialogue doit se faire dans une large concertation avec les acteurs des forces vives. Et les acteurs des forces vives sont connus. Ce sont les partis politiques, ce sont les syndicats, ce sont les mouvements de la société civile, ce sont les organisations patronales, c'est même la presse. Parce que le champ politique, il faut l'élargir. Mais pendant ce temps, il y a l'UFDG qui réclame sa victoire pour les élections. Alors, la question que je voulais poser par rapport à cela, c'est M. Baouri, justement par rapport à l'UFDG, ce parti
ça ne vous semble pas, ce parti peut-être est dans l'œil du cyclone. L'arrestation de ces cadres, l'emprisonnement de ces cadres, les procès ont certes débuté, mais beaucoup sont détenus dans des conditions assez inhumaines. Alors, comment desserrer un tout petit peu les verrous autour du principal parti d'opposition? C'est pour cela que nous avons dit au pouvoir, vous entamez un mandat, nous avons pris acte de cela. Mais montrez que vous voulez changer. Montrez que vous voulez l'apaisement dans ce pays en donnant des gages. Et ces gages, à notre avis, relèvent de 3 points. Premièrement, la libération des détenus politiques, y compris les chefs les membres de l'UFDG, comme les Ousmane Gawal, les Chérif Ba, les Selou, ainsi de suite, les Fonike Mangué et d'autres, Souleymane Kondé. Je peux continuer de citer ceux qui ne sont pas cités, qu'ils me pardonnent, mais ils sont plus de 500. Les prisons sont engorgées. À l'Abbé, il y a eu récemment 2 personnes qui sont mortes, détenues, parce que les prisons sont suffisamment étroites et les conditions de vie sont libération des détenus politiques, réouverture des frontières, déclaration solennelle du président pour montrer que tous les Guinéens sont égaux en droit et en devoir à travers une redéfinition du vivre ensemble qui prend en compte tout le monde et non pas seulement des groupes d'intérêt ou des groupes de clans. Avez-vous parlé avec Cellou Dalein Diallo ces derniers temps? Il a subi énormément d'affronts. On lui a interdit de quitter le territoire national, passeport confisqué. Sa maison, son siège est toujours bloqué. Est-ce que vous avez parlé avec l'homme? J'ai fait publiquement mes déclarations de solidarité vis-à-vis des déboires qu'il est en train de vivre. Mais on n'a pas parlé. Ouais. Donc on a l'impression que tout ce qu'il subit aujourd'hui, vous saviez que ça allait arriver. Mais je vous l'avais dit. Ici, je l'avais dit pourquoi il ne faut pas aller à cette présidentielle. Oui. Et nous avons fait une conférence de presse pour décliner pourquoi nous ne participons pas. Et ceux qui ont fait abstraction de tout cela, ils sont allés en sachant que pertinemment, ils vont accompagner la mise en force du 3e mandat. C'est leur responsabilité. La seule chose sur laquelle j'ai insisté, et lorsque je suis allé à Dakar, j'ai mobilisé beaucoup de personnes ressources pour attirer leur attention. Ça, c'est avant l'élection. Qu'il y a un danger de faire en sorte que la cohésion nationale en Guinée soit perturbée. De ne pas s'asseoir et laisser faire, parce que si la Guinée éclate, c'est l'ensemble de la région qui sera négativement impactée. J'ai rencontré le doyen des Oumariennes, c'est-à-dire la famille de Seydou Nour Tal, pour les sensibiliser sur le fait que de par leur stature, de prendre en considération les problématiques qui se posent au peuple de la région pour prôner la paix, pour prôner l'apaisement, pour prôner une autre façon de faire, pour nous préserver de ce qui est en train d'arriver ailleurs. Malheureusement, j'ai déploré beaucoup de victimes. La situation de notre pays est devenue encore beaucoup plus fragile. La vie d'un Guinéen ne compte pas. Les prisons sont engorgées. Notre économie est à terre parce que les frontières sont fermées. Il y a beaucoup de problèmes que nous créons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous a créé ce problème. C'est la responsabilité des autorités, quel que soit à leur niveau, d'anticiper et de protéger les Guinéens et de protéger la Guinée. S'ils vont dans le sens contraire, à partir de là, leur responsabilité est entière et je trouve que c'est très dommage. Nous aurions dû parler beaucoup plus comment sortir du sous-développement, comment accroître la richesse de ce pays. Mais on perd du temps depuis des années et des années. C'est toujours la même rhétorique. L'unité nationale, depuis 58, on dit on est pour l'unité nationale. Et 62 ans, on est incapable d'assurer l'unité de ce pays. C'est vraiment, ce n'est pas le colon qui a fait ça. Ce sont des Guinéens qui en sont responsables. Ce ne sont pas des colons qui sont responsables de l'emprisonnement de nos compatriotes, des morts dans les prisons. On dit qu'on fait exprès de revenir encore en arrière. Pour moi, c'est après les luttes que nous avons menées pour les droits de l'homme
dans les années 80 et 70, c'est avec tristesse que je vois que tout le combat que nous avons mené avec M. Alpha Condé, parfois qui en était l'inspirateur, nous sommes en train de revenir encore à la case de départ et c'est tout à fait triste pour notre pays. Une malédiction, peut-être ? Je pense qu'il ne faudrait pas dire malédiction, je dois dire qu'il y a un changement, une rupture qui est en train de venir et les générations marquées par une certaine façon de concevoir la politique, tant que c'est eux qui sont à la manette, il est très difficile de construire une Guinée en paix, en sécurité et développée. Parce que leur façon de concevoir les choses n'a rien à voir avec une volonté de construire un pays, une volonté d'unir un pays, une volonté de créer le développement et une volonté de se dépasser pour faire de ce pays la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Monsieur Bahouri, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Oui, langue de bois, s'abstenir. Il est avec nous ce matin en 2 minutes, parce que dans 3 minutes, c'est à 11h. Allez, on va essayer de partir avec cette petite rubrique. Oui ou non? Allez-y, Daouda Mohamed. Oui ou non, aujourd'hui, M. Bahouri regrette l'allure de l'UFDG? Je dis que je regrette. Oui ou non, le FNDC n'a plus d'avenir? Oui ou non? Non. Mafoudia. Oui ou non, avec l'Assemblée qui s'est prononcée sur les coordinations régionales, cette résolution ne pourra rien apporter dans l'état actuel du pays. Elle confirme les contradictions internes dans une gouvernance. Attention. Oui ou non, certains partis politiques avaient pris le contrôle du FNDC. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Monsieur Bahouri, cette caméra vous appartient en 2 minutes, parce que là, on est pris par le temps malheureusement. Vous avez à vous adresser évidemment au peuple de Guinée. 2021 commence dans des conditions particulièrement difficiles, chers compatriotes. Mais je dois dire, la situation certes est difficile, mais l'espoir est encore permis. L'espoir n'est pas mort. Donc, ce que nous demandons, c'est de prendre conscience que nous devons prendre notre destin entre nos mains en ayant le courage de faire le bilan et le diagnostic sans complaisance de nos erreurs, de nos fautes, pour essayer de proposer une autre alternative à nos pays qui en a tant besoin. J'ai confiance en l'avenir et vous pouvez compter avec nous que nous sommes aux côtés des forces de progrès, des forces qui, quelle que soit leur origine, qui travaillent dans le sens de l'intérêt de la Guinée et de l'intérêt national. Je vous remercie. Voilà, c'est sur ce note d'espoir évidemment qu'on se quitte ce matin, mesdames et messieurs. Grand merci à vous tous à l'international. Grand merci à Jacques Liwaleno qui a préparé cette émission. Merci à nos techniciens en régie, Kabine Condé, Mlalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Papoutou. Grand merci à Mohamed Diaby ici à la radio. Demain, on se retrouve pour la même cause, pour la même aventure évidemment. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse notre Guinée. Allez, au revoir.